salut! Savez-vous quoi? Récemment, j'ai lu des bons livres. Alors je viens vous en parler aujourd'hui parce que c'est ce que je fais sur cette chaîne. C'est parti! Alors, en mars, je dirais que j'ai fait une majorité de bonnes lectures. Je sais pas si dans ma vie, j'ai déjà eu autant de lectures pendant un mois qui étaient autour ou même au-delà du 4 étoiles. Et oui, nous avons un 5 étoiles aujourd'hui, ça fait du bien! Donc je vais vous les présenter dans un ordre aléatoire aujourd'hui et voici les genres littéraires dont je vais parler. D'abord, nous avons une fantasy jeune adulte, ensuite une romance, 2 thrillers, une dark academia, 2 science-fiction et un roman comme fantastique / horreur. Allons-y donc avec ma première lecture. Comme vous le savez peut-être, j'ai lu Labyrinthe de Franck Thillier et laissez-moi vous dire que cet auteur sait ce qu'il fait. Avant de me lancer dans les éloges, laissez-moi vous expliquer que ce livre, c'est le dernier d'une trilogie de livres qui sont vendus séparément. Genre quand tu le prends, il n'y a pas vraiment d'indication que c'est le troisième. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent se lire seuls. Ok, tu peux les lire seuls, mais tu vas être misérable parce que ce qui fait de ce livre et des autres livres, des livres excellents, c'est les liens entre eux. Donc oui, Labyrinthe, c'est un truc très divertissant à lui seul, j'en suis certaine. C'est parce que vous marchez à côté de toute son excellence si vous lisez pas les autres avant. Donc voilà, très important, le manuscrit inachevé et il était 2 fois. Lisez ces petits avant, de toute façon, ils sont très bons, ça va être des excellentes lectures. Alors, Labyrinthe. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça commence avec une scène de crime dans un chalet où tout est sanglant et il y a une suspecte, mais qui est atteinte d'une amnésie étrange. On quitte ce contexte-là pour se lancer dans les points de vue de 3 femmes différentes qui se retrouvent toutes dans des situations particulières. Je décrirais ce livre comme 3 excellents livres. J'avais véritablement l'impression d'alterner entre 3 histoires qui pourraient faire des merveilleux livres à elles seules. Le danger des points de vue, c'est toujours d'être un peu déçu quand on change au prochain, mais j'étais jamais déçue. Ça, c'est le genre de livre qui te fait détester ta vie parce que t'as des obligations en tant que membre de la société, mais tout ce que tu devrais faire, c'est continuer à le lire. Pourquoi j'ai besoin de me nourrir? Pourquoi j'ai besoin d'aller travailler? Pourquoi je veux pas juste continuer à lire ceci? C'est particulier parce que c'est le genre de livre où on réalise tranquillement qu'est-ce qui se trame avec les points de vue, pourquoi ils sont réunis. On le devine avant que ce soit expliqué, mais c'est pas décevant de se rendre à l'explication, c'est juste satisfaisant. Je lève sérieusement mon chapeau à l'auteur pour cette trilogie. J'ai fini Il était 2 fois en me disant que c'était impossible de surpasser le génie de cette œuvre. Et effectivement, je pense que j'avais raison parce que le deuxième demeure mon préféré. Mais mes attentes étaient tellement hautes. Tu ne pouvais pas avoir des attentes plus hautes que celles que j'avais pour ce livre. Et malgré tout, j'ai pas été déçue. Ça m'a offert une expérience de lecture que je qualifierais comme parfaite. En ce moment, dans mon cerveau, je vois pas un défaut et je pense que c'est la fin parfaite pour cette histoire. Je lui ai donc donné 5 étoiles. Ça ne sera certainement pas la dernière fois que vous verrez ce livre sur cette chaîne parce qu'il va faire partie du sommet de mes meilleures lectures de 2023. Ok, ensuite un petit moment de silence. J'ai lu mon dernier livre de Taylor Jenkins Reid. C'est fini. J'en ai plus jusqu'au prochain. Donc, After I Do, c'est une romance qui se penche vraiment plus vers le contemporain puisqu'on suit un couple marié qui va décider de se séparer pendant 1 an avec aucun contact possible pour essayer de sauver leur mariage qui est en train de devenir vraiment catastrophique. C'est un livre qui explore la signification du mariage ou d'une relation qui dure depuis longtemps et quand est-ce qu'on doit la laisser tomber. Donc je sais que pour les personnes qui n'ont pas nécessairement ce genre de vécu, peut-être que ça va moins résonner avec vous. Dans mon cas, je pense pas que c'est un thème qui a dérangé ma lecture, mais je sais que ça aurait peut-être pu soulever plus d'émotions de ma part si c'était quelque chose que j'avais déjà vécu. Comme de fait, je n'ai jamais été mariée pendant genre 10 ans. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que on assiste à la naissance du couple au début et moi en 17 pages, j'étais vendue. Oh, ils étaient mignons, je les aimais. Et là, bam, on saute dans le futur, genre 9 ans plus tard et on est comme pourquoi ces personnes sont ensemble? Donc j'aime le fait qu'on voit que l'étincelle d'un début de relation, c'est pas ça qui va prévenir des problèmes en bout de route. C'était quelque chose de très réaliste et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait voir plus souvent dans les médias qui ont surtout tendance à finir dès que le couple se met ensemble. Par contre, à quel point je ne me reconnaissais absolument pas dans les problèmes de ce couple. Genre je peux pas m'imaginer vivre autant de frustration autour de la nourriture. Non et moi, on mange jamais la même chose parce que ce qu'il met dans son corps, mon corps va mourir. Donc je comprends pas, si vous vous disputez aussi souvent sur quoi commander ou manger séparément, cuisiner votre propre truc, je comprends que ces disputes-là, c'est plus le symptôme d'un problème et non la cause. Genre même si tu règles ça, ben il y a quand même d'autres problèmes, mais quand même, je lisais ces scènes-là, j'étais comme
J'ai une solution très simple pour vous. En tout cas, le meilleur aspect de ce livre pour moi, c'était la famille de la protagoniste. J'adorais. Toutes les scènes où ils étaient présents, ces gens sont tellement attachants. Donc, c'est un livre que j'ai été heureuse de lire du début jusqu'à la fin. C'est Taylor Jenkins Reid, même si je dirais qu'elle a pas su soulever les mêmes émotions en moi que dans tous ses autres livres, ben c'était quand même un bon moment. Je suis un peu déçue de finir mes lectures de l'autrice sur quelque chose qui est pas un coup de cœur, mais c'est quand même un bon 4 étoiles. Je pense que ça peut être une lecture vraiment marquante pour les personnes qui se reconnaissent un peu plus dans les aspects du livre. Ma prochaine lecture, Dark Rise de C.S. Pacat. J'ai tellement pris un risque en demandant ce service de presse parce que je suis assez particulière avec mes fantaisies jeunes adultes. J'en lis, mais c'est très rare que j'en adore. Par contre, ça là, c'est ça que je veux retrouver quand j'ouvre une fantaisie jeune adulte. Et le pire, c'est que c'est même pas tant mon genre d'histoire. On suit là-dedans un garçon de 16 ans qui fuit les hommes qui ont tué sa mère. Pour l'instant, c'est dans mes cordes. Mais là où on perd un peu, c'est que il va découvrir un monde de magie qui a été détruit par le roi obscur et il va s'allier aux combattants de la lumière pour battre l'obscurité. Moi, je suis pas nécessairement fan de ce genre de concept où il y a une entité toute puissante, impossible à vaincre et les vilains et les héros sont très noirs ou blancs. Mais je trouve que l'autrice a vraiment réussi à rendre ça intéressant. Il y a vraiment eu de nombreuses reprises dans le livre des surprises auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Pour moi, ça a été un bonheur à lire. Je sais pas si c'est parce que récemment j'ai juste lu des grosses briques un petit peu pénibles à traverser, mais les 540 pages de ce livre, je les ai dévorées. Chaque fois que je venais m'asseoir pour lire 50 pages, je finissais toujours par en lire 150. Il y a peut-être juste eu un petit passage dans le milieu où c'était un peu plus lent, mais sinon, c'est très solide comme œuvre. Les 100 premières pages sont incroyables. Je dois dire que les personnages, par contre, sont parfois un peu difficiles à comprendre. Genre, certaines décisions pouvaient vraiment m'étonner parfois et on dirait que j'ai pas réussi à m'attacher à 100 000% à eux à cause de ça. Mais en même temps, j'appréciais vraiment l'insécurité de pas savoir qu'est-ce qu'elle allait faire. Il y a beaucoup de trucs que j'apprécie dans ce livre, mais je pense que ce que j'aime le plus, c'est son atmosphère. Je la sentais vraiment dans mon corps. En tout cas, avec mes récentes lectures jeune adulte fantasy, je commençais à me dire c'est injuste pour moi d'en lire parce que peut-être que j'aime juste pas ça. Mais non! Je le savais! J'aime ça! Je suis capable d'aimer. Faut juste que je tombe sur d'autres livres comme celui-ci. Je lui ai donc donné 4.5 étoiles et j'ai très hâte à la sortie du tome 2, à la fin de cette année, je pense. Les deux prochains livres dont je vais vous parler, ce sont des livres pour lesquels j'ai dû inventer une nouvelle note qui est le presque 4 étoiles. Je sens que je vais avoir de la difficulté à vous en parler, mais essayons. Premièrement, If We Were Villains de M.L. Rio. Moi, quand je pense à la Dark Academia, je pense à deux livres. Le Maître des Illusions de Donna Tartt, que vous connaissez peut-être mieux sous le titre de Secret History, et If We Were Villains. Dans ces deux livres, on suit des élèves qui forment un groupe d'amis clos et dont la complexité des liens va se terminer avec l'un d'entre eux qui meurt. Ici, l'histoire se déroule dans le contexte d'une école supérieure en théâtre, ce qui me faisait un peu peur puisque je déteste personnellement le théâtre. Mais je dois dire que ça a été très intéressant de plonger dans l'amour des personnages envers le théâtre. Peut-être que la forme m'intéresse pas, mais les sentiments qui viennent avec oui, et ce que chacun a à offrir de soi-même dans leur performance. Bon, mon intérêt se dissipait un peu pendant les longues scènes de pièces de théâtre, mais je dirais qu'en général, c'est pas un aspect qui a vraiment eu un impact négatif sur ma lecture. Les scènes auraient pu être plus courtes, mais je trouvais que le théâtre occupait bien son rôle dans l'histoire et ça apportait une belle ambiance. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé la dynamique qu'il y avait entre chacun d'entre eux. Le seul truc qui m'a un peu déçu, c'est le personnage de la victime. Je vais pas nommer c'est qui, mais on s'entend que c'est un livre que tu ouvres la première page et tu sais ça va être qui, là. Je trouvais qu'il était vraiment trop comme la caricature d'un gros vilain, violent, méchant. Surtout en ayant lu Le Maître des Illusions où le personnage qui occupait ce même rôle était vraiment plus intéressant à mon avis. En fait, je crois qu'avoir lu Le Maître des Illusions avant celui-ci, ben c'est le facteur qui a le plus nuit à ma lecture parce que pendant que je le lisais, j'étais comme ouais mais c'est bien, mais Le Maître des Illusions, c'était mieux. Et c'était un peu comme ça pour tous ces aspects, sauf pour la facilité de lecture, parce que je trouve que If We Were Villains est plus accessible en tant que livre. Donc voilà, c'était une bonne œuvre. J'ai aimé ma lecture, mais j'ai pas retrouvé les mêmes trucs que j'avais encore plus aimé dans l'autre. Donc, je sais pas. Pour moi, c'est pas un 4 étoiles parce que j'ai lu Le Maître des Illusions. Mais sans avoir lu ça, ben, je pense que j'y aurais donné 4 étoiles. C'est pour ça que je lui donne un presque 4 étoiles. Ok, moi en mars, je voulais vous arriver aujourd'hui avec une vidéo genre le plus de 5 étoiles que j'ai jamais eu en un mois de ma vie. Parce que j'avais déjà lu Le Labyrinthe, donc je voulais enchaîner. J'ai donc lu Notre part de nuit de Mariana Enriquez pour trouver un autre 5 étoiles. Est-ce que ça fonctionnait?
Ce livre est difficile à décrire. C'est à la fois une histoire de vie, une histoire de magie, une histoire d'horreur, mais je dirais qu'au cœur de tout ça, c'est surtout l'histoire d'un père qui va tout faire pour protéger son fils, même si ça signifie de lui faire du mal, pour le sauver de son sort inévitable. C'est une relation très complexe qui est à mes yeux le bijou de cette œuvre. C'est vraiment le meilleur aspect. Je dirais que le deuxième meilleur aspect, c'est la plume. Oh, cette autrice, elle sait écrire. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je suis capable de pleinement apprécier le style de dialogue où ils sont à la fois insérés dans la narration et présentés séparément. Je sais pas comment expliquer, mais c'est quelque chose qu'habituellement j'accroche pas et là c'était beau. Je voulais adorer ce livre plus que tout parce que je voyais qu'il avait tous les éléments pour que je le fasse. L'ambiance était tellement vivante et quand j'étais pas en train de lire le livre, je pensais juste au besoin de me replonger dans cette ambiance-là. Mais le problème, c'est que quand je faisais face au texte à nouveau, ben le charme me paraissait moins apparent. C'est tellement bizarre à dire, mais on dirait que quand je lisais pas le livre, j'y repensais, j'étais comme « wow, les personnages, la plume, l'ambiance, wow! » Et quand je lisais le livre, j'étais comme « on dirait que ça me frappe pas comme ça devrait me frapper. » Je lis, mais je me sens pas tout à fait présente avec les mots, surtout dans les passages qui se concentraient pas sur le personnage de Gaspard ou de son père. Je trouvais ça vraiment plus difficile à traverser. Et en fait, je dirais même que pour ce qui est des scènes comme cérémonie rituelle, j'ai pas aimé. C'est pas que ça faisait peur ou quoi que ce soit, c'est juste, je trouvais ça vague, j'embarquais pas. Je suis quelqu'un qui aime ces livres de vraie vie avec une dose de magie, mais là, ça surpassait. Quand ça devenait trop intense, on dirait que je me perdais dans ce qui était décrit et je devenais juste un peu désintéressée. J'ai vraiment l'impression que j'aurais pu aimer ce livre plus que je ne l'ai fait. S'il y avait juste eu quelques petits trucs de différents, ça m'aurait tellement rejointe. Mais le livre est tel qu'il est, je suis contente de l'avoir lu, mais pour moi, c'est un presque 4 étoiles. Je peux juste pas lui donner un 4 à cause de la longueur des passages qui perdaient mon attention. En tout cas, une sacrée œuvre. Alors, continuons avec Le Papillon des étoiles de Bernard Werber. C'est une science-fiction qui suit les étapes d'un plan pour sauver l'humanité. Donc, premièrement, on a la construction d'un vaisseau spatial qui fait 32 km de long. Ensuite, on a le recrutement des pionniers qui ont été sélectionnés avec soin pour vivre pendant un millénaire dans l'espace en harmonie. Et au final, on a la plus grande des surprises selon le résumé. C'est certainement une œuvre avec des idées très intéressantes. C'est le genre de contenu qui me plaît en général. Par contre, je dois dire que l'écriture a comme pas tout à fait fonctionné avec moi. Moi, ce que j'aime de la science-fiction, c'est quand je me sens au précipice du développement d'une technologie. On va découvrir quelque chose, on va vivre quelque chose. Pour moi, la science-fiction, c'est un genre littéraire qui me fait plus vivre d'émotions et de choses que, mettons, du thriller ou de l'horreur. Honnêtement, ça me dérange même pas tant que ça quand les personnages sont pas super approfondis ou les émotions sont pas super développées, tant que je ressens l'excitation et la tension qui viennent juste avant un progrès scientifique incroyable. Mais ce livre faisait défiler ses idées les plus intéressantes en quelques phrases. Il y avait des trucs super intéressants, mais c'était tellement peu sérieux comme ton qu'on dirait que ça banalisait chaque déclaration. Je sais pas, pour moi, ça a juste fait en sorte que la petite étincelle en moi a jamais su s'enflammer. J'ai jamais réussi à ressentir le vertige qui m'habite quand je lis une bonne science-fiction. Mais je dirais quand même que c'est une bonne science-fiction. C'était un livre très agréable à lire. J'en parle très négativement parce que je suis déçue parce que je sais que j'aurais pu l'aimer plus. Mais j'ai passé un bon moment et je dirais que c'est un 3.5 étoiles. Maintenant, je vais vous parler de Adulthood Rights de Octavia E. Butler. C'est le 3e tome d'une trilogie dont le premier s'appelle L'Aube en français. Ça vient juste de sortir, donc les autres tomes sont pas traduits. C'est une science-fiction dans laquelle l'humanité a été sauvée par des extraterrestres qui les ont endormis sur leur vaisseau. Là, il y a beaucoup de temps qui est passé et c'est l'heure de repeupler la Terre. Mais les extraterrestres aimeraient quelque chose en échange. Pour info, le tome 1 avait presque été un coup de cœur. Le seul truc qui m'avait empêché d'adorer à 100 000%, c'est que il y avait une grosse partie du milieu qui se concentrait à l'exploration de la biologie extraterrestre et ça m'avait un peu perdu. Genre leur façon de coucher ensemble, je serais bien contente de ne plus jamais la lire. Heureusement, ça s'est un peu calmé dans cette suite. On suivait un protagoniste qui restait pendant la majorité du livre avec des humains. J'ai beaucoup aimé le développement de son personnage et les liens complexes qu'il a tissés avec les autres. Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que je veux rien spoiler du tout, mais la manière que j'en parle, c'est plus anodin que ce l'est réellement. Honnêtement, Octavia E. Butler, là, incroyable. Cette autrice sait tellement bien écrire. Je lis les pages et je suis comme...
Je suis tellement reconnaissante que tu fasses ce que tu fais présentement. Donc voilà, c'est quelque chose de qualité absolument. Mais même si je dirais que mon appréciation a été plus stable pendant tout le long que celle du premier tome, le premier m'avait fait vivre des choses avec son début et sa fin, et là je dirais que c'était pas autant le cas dans celui-ci. Donc une très bonne lecture, une très bonne suite, mais pas un coup de cœur. Je dirais que c'est un très bon 4 étoiles, peut-être un 4.5 si c'était pas d'une petite section. J'ai très hâte de conclure la trilogie et je recommande. Je suis tellement contente qu'on ait la chance de lire des livres de cette femme dans nos vies. Il ne reste plus qu'un livre dont je dois vous parler et c'est Zero Sum Game de S.L. Huang. C'est une sorte de mix entre du thriller et de la science-fiction. On suit une protagoniste qui se fait engager par des gens pour accomplir certaines tâches qui ne sont pas nécessairement légales. Elle a une habilité surhumaine à comprendre les mathématiques et elle utilise beaucoup ça dans son travail. Sauf qu'elle va découvrir qu'il y a quelqu'un avec une habilité encore plus puissante que la sienne qui est celle de manipuler les esprits et se pourrait qu'elle en soit déjà victime. Comment savoir si les pensées dans sa tête sont bien les siennes? Moi, c'est un livre que j'ai lu parce que je recherchais une lecture popcorn, une lecture qui se lit un peu comme un film. Est-ce que c'est ça que j'ai trouvé? Oui. C'est du divertissement, hein, on est diverti, mais c'est sûr qu'il y a certains aspects qui laissent à désirer et je vais vous en parler. Premièrement, la fille est supposée être une génie des mathématiques, genre elle voit les chiffres, ça rebondit partout tout le temps. Et comme, oui, c'est le cas, ça l'aide beaucoup dans les combats. Elle boit tout le temps de l'alcool pour comme essayer de taire les chiffres autour d'elle. Mais ses habilités, c'est toujours décrit comme elle analyse les chiffres autour, les chiffres apparaissent devant elle, sa tête est pleine de calculs. Et plus je lisais ça, plus j'étais comme, est-ce qu'on a affaire à une autrice qui connaît pas les mathématiques, aime peut-être même pas les mathématiques, mais voulait écrire un personnage comme ça? Parce que c'était tellement vague, je me disais, ben, quelqu'un de 7 ans, là, pourrait écrire ce genre d'habilité spéciale, parce qu'il y a pas de calcul qui nous est jamais présenté. Genre, je comprends que tu veux pas inonder ton lecteur avec des calculs pas nécessaires, mais je voulais voir un peu plus de trucs intéressants avec ça. Par contre, je me trompais. Mon impression était fausse. Je suis allée voir l'autrice et elle a fait des études supérieures en mathématiques. Elle sait de quoi elle parle. C'est juste qu'elle en parle pas. J'aurais vraiment aimé ça qu'elle partage un peu plus de son savoir. Donc voilà. Et l'autre truc qui m'a dérangée, c'est que le passé du personnage principal est vraiment flou. Et c'est une trilogie, donc on en apprend plus après. Mais pendant tout le long du livre, on sait rien de cette fille. Et elle fait le plus confiance au monde à un gars qui est un tueur en série vraiment intense. Et on sait pas pourquoi elle lui fait confiance. C'est toujours mentionné, c'est la personne à qui je fais le plus confiance. Blablabla. Mais comme, vu que nous, on sait rien d'eux, ben, les personnages étaient très plats pour moi. Et j'ai vu quelqu'un dire qu'on n'apprenait absolument rien dans le tome 2. Donc, je vais m'arrêter là pour la trilogie. C'était divertissant. Je pense que c'est une lecture qui pourrait plaire, mais c'est ça, j'ai pas d'intérêt à continuer. J'ai donc donné 3 étoiles. Hey, c'est la fin de ce point lecture. Avant de vous quitter, j'aimerais savoir, est-ce que votre mois de lecture a été positif? Avez-vous eu des 5 étoiles? Avez-vous eu des déceptions? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste presque tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France, à l'exception de vendredi prochain où je prends une semaine de congé parce qu'elle le mérite. Bye!